Europe 1, l'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invité ce matin, Pascal Blanchard, historien spécialiste de l'immigration et de la colonisation. Bienvenue à vous et bonjour Pascal Blanchard. Bonjour. Alors on va bien sûr évoquer dans cet entretien la liste des 318 noms de la diversité à la disposition des élus pour rebaptiser les noms de rues et de bâtiments publics, des noms proposés par le comité que vous présidez. Mais tout d'abord, Pascal Blanchard est dans le prolongement du débat sur l'islamo-gauchisme à l'université et dans la société. Vous avez récemment dit « Je ne sais pas qui sont les islamo-gauchistes ». Vous ne voyez toujours pas de qui il s'agit? Non, parce que c'est un concept un peu flou qui veut tout simplement regrouper des gens qui, je pense des choses des tas différents et je ne suis même pas sûr que ça existe réellement. Il y a des soucis. Il y a des problèmes, il y a des radicalités, il y a des deux côtés des gens qui sont empêchés de penser, de discuter, d'échanger, de rechercher. Et d'un seul coup, on a inventé ce concept pour dresser des listes des bons et des mauvais chercheurs. C'est toujours dangereux quand d'un seul coup, comme ça, des slogans, un peu un coup de tampon sur le dos de certains, viendraient les stigmatiser. Ça me fait toujours peur. C'est un peu comme ceux qui veulent enlever les plaques ou ceux qui veulent brûler des livres. Ça m'inquiète toujours. Et vous ne voyez aucune convergence entre une partie, je dis bien une partie de la gauche et des partisans de l'islam politique? Il y a 20 ou 30 ans, à un moment, des tentations qui ont pu exister. On l'a vu en Angleterre, dans certains partis d'extrême gauche en France, mais c'est tellement infime qu'aujourd'hui, ça ne représente pas ni un courant, ni un mouvement de pensée, ni même quelque chose qui est concret en termes de force politique, si vous préférez. Je peux vous donner un exemple, peut-être, parce que lorsque la mairie, par exemple Europe Écologie Les Verts de Strasbourg, dans le cadre de financement d'une mosquée, vote pour subventionner une association qui ne veut pas signer, Pascal Blanchard, la charte des principes de l'islam de France, qui est proche d'Erdogan, comment vous appelez cela? Elle a tort. C'est une erreur. Non mais comment vous appelez cela? C'est pas d'islamo-gauchisme, c'est une erreur parce qu'elle joue un petit jeu électoraliste en pensant qu'il faut, comme vous le savez comme moi, se protéger les voix de tout potentiel électoral et au nom de ça, elle dépasse et les principes républicains, voire même le bon calcul politique et c'est tout simplement stupide. On peut considérer que ces élus ont de très mauvais conseillers, mais c'est pas forcément une idéologie qui est en tramaison derrière. Non, sans idéologie. Est-ce que ce n'est pas une alliance entre des milieux islamistes et des milieux parfois de gauche, d'extrême gauche ou de droite, je sais, dans certaines mairies, vous l'avez vu comme moi. Il peut y avoir l'islamo-droitisme. Ouais, alors là, oui, on commence à réinventer. Non, je pense que c'est de l'opportunisme politique territorial qui est bien loin de ce qu'a pu être à un moment une volonté de certains mouvements trotskistes britanniques d'imaginer qu'avec l'islam, le nouveau prolétariat de l'Occident, on pourrait lever les armes contre le capitalisme, qui a été une chimère. C'est, je trouve, de la petite tambouille territoriale dans ce cas-là. Dans d'autres cas, ça peut être des points idéologiques beaucoup plus compliqués. Mais vous n'êtes pas en train de relativiser? Non, pas du tout. Je pense au contraire que c'est quand on cible bien l'ennemi qu'on est efficace. Et vous n'arrivez pas ce matin à nous donner une définition de l'islamo-gauchisme? Non, parce qu'il n'y en a pas. Parce qu'on cherche que c'est pas là le problème. Le problème, il n'est pas là. Le problème, il est de ceux qui pensent, par exemple, que la race, ou ceux qui vont penser, par exemple, que la droite ou la gauche, d'une manière unique, sont les seuls à avoir raison, ou d'une certaine manière, ceux qui ne veulent pas respecter les principes de la République. Là, on sait le désigner. On n'a pas besoin d'inventer des mots pour désigner ceux qui sont les ennemis de la République. Une définition, l'islamo-gauchisme, une alliance militante entre des milieux islamistes et des milieux d'extrême gauche, le tout érigé en nouvelle grande cause révolutionnaire où l'immigration serait le nouveau prolétariat. Bah là, vous avez 0,0001% des gens que vous allez vouloir désigner. Et en fait, en vous trompant d'ennemis, vous n'êtes pas efficace. Mais vous ne savez pas comment les combattre. Parce que les véritables ennemis, c'est ceux qui ne respectent pas les valeurs de la République, c'est ceux qui ne respectent pas le vivre ensemble, donc ceux qui ne respectent pas la laïcité. Mais qui sont-ils? Pourquoi vous n'arrivez pas à les nommer? Mais parce qu'ils n'ont pas de nom, parce qu'ils viennent de tas de mouvements différents. Vous pouvez prendre des deux côtés de l'extrême, de l'élastique. Vous savez, j'expliquais l'autre jour qu'on a un peu affaire en ce moment à un élastique où les deux extrêmes sont en train de tirer. En fin de compte, ce qu'il faut prendre du bout des doigts, c'est ceux qui tirent l'élastique de chaque côté, qui sont tous les deux aussi dangereux en termes identitaires. Pour vous, c'est la fameuse tenaille identitaire. Non, voilà, très bon. C'est le mot que j'allais vous prononcer, vous l'avez dit avant moi. Là, c'est le mot identitaire. Et on a des identitaires des deux côtés. Alors, ces identitaires peuvent se matiner d'un islamisme d'un côté, comme ils peuvent se matiner d'un néofascisme de l'autre. Et là, on arrive bien à voir qui ils sont. Ce sont des gens qui se replient sur leur identité et qui se replient sur leur couleur de peau, ou qui se replient sur leur religion. Sur la couleur de peau, parce que là, on a parlé de l'intégrisme, mais il y a aussi la diffusion des thèses indigénistes qui suscite, vous l'avez remarqué, la polémique en ce moment avec la présidente de l'UNEF qui a reconnu. Ce qui n'est pas nouveau, c'est que les thèses suscitent des polémiques depuis quelque temps, il y en a beaucoup. Mais la reconnaissance de l'existence par elle-même de réunions en non-mixité raciale interdites aux Blancs, ça vous a choqué? Ça fait quelque temps, vous vous souvenez des camps aussi qui avaient été organisés dans l'Est de la France, vous vous souvenez, depuis 4-5 ans, on voit arriver ce type de phénomène, bien sûr que ça choque. Ça choque parce que dans notre culture politique française, c'est à des années-lumière de la vision qu'on peut avoir de penser et d'imaginer et de mettre en pratique cette idée universelle qu'une problématique, qu'elle soit par exemple raciale ou féministe, doit être pensée par le commun. En gros, on est très différents des Américains là-dessus. Aux États-Unis, depuis très longtemps, les mouvements féministes se réunissent entre femmes.
en France, l'idée même, la matrice même de notre pensée politique, c'est penser que tout sujet ne concerne pas que l'individu qui le subit. Par exemple, quelqu'un qui a vécu du racisme ou quelqu'un qui a vécu une violence, quelle qu'elle soit, et par exemple, ça peut être une violence parce qu'elle est femme, la question doit se trouver, la réponse doit se faire dans le commun et non pas quelque part Mais dans alors, la marge. comment vous appelez ça? Est-ce que c'est du racisme? Parce Non, que tout voir à travers le prisme de la race, comment vous appelez ça quand on ne s'adresse pas à un individu dans son caractère universel, mais à travers sa race? De quoi est-ce le nom? C'est un autre mot que racisme, ça s'appelle le racialisme. C'est-à-dire, c'est tout Mais qu'est-ce qu'il y résumé a à la derrière race. le racialisme? Non, parce que le racisme, vous avez la notion de hiérarchie. Dans le racialisme, vous l'avez pas forcément. Mais je croyais que les races n'existaient pas. Mais les races socialement existent. Elles n'existent pas scientifiquement, mais elles existent dans nos têtes. Vous savez Dans la tête de qui? Des racisés? Dans la tête de tout le monde. Ah On bon? a tous un peu d'héritage. Pour pareil. vous, les races existent alors? Les races existent dans notre inconscient collectif parce que nous sommes héritiers de générations précédentes où elles ont fonctionné dans la matrice du monde. Et on a démontré qu'elles n'existaient pas scientifiquement, et je vous rappelle qu'il a fallu attendre les années 50-60 pour accepter cette idée, il faut encore la faire partager, mais dans la tête des gens, n'oubliez pas qu'il reste des racistes. Mais vous sondez les têtes et les cœurs? C'est un peu le travail, vous savez, des chercheurs, d'arriver à comprendre ce que quand on travaille sur les idéologies, c'est travailler sur ce qu'il y a dans l'esprit des Mais gens. explique-moi, ça voudrait dire, Pascal Blanchard, que vous, homme blanc, Ouais. de plus de Je ne 50 sais pas ans, si je suis un homme suppose. blanc, c'est vous qui me qualifiez d'homme blanc. Non, je vous ai entendu le dire. Je me permets sais. de reprendre une Je vous phrase. provoque sur cette expression. Vous voyez, je vous écoute beaucoup. Oui. Vous dites que vous êtes un homme blanc de plus de 50 ans. Ça veut dire que vous devenez quelque part responsable de tout ce que les blancs ont pu Non, faire. je pense que je prends un terme que de la manière dont ceux qui vont me regarder vont me qualifier. Je ne prends aucune responsabilité parce que je ne considère pas que nous sommes les héritiers parce qu'on aura une couleur de peau de ceux qui nous ont précédés. Mais dans l'inconscient collectif, nous sommes les héritiers d'un imaginaire. Vous le savez comme moi, Oui, quand vous c'est l'histoire, la Révolution française, la Commune, les rois qui ont fait la France, la colonisation, l'histoire de l'esclavage, Oui, mais le Front populaire, allons plus tout loin. ça. Allons plus loin. Vous dites c'est dans l'imaginaire collectif, mais ça se traduit par quoi? Parce que selon vous, il y aurait une culture coloniale encore présente en France. En héritage. Pas encore, en héritage. C'est-à-dire qu'on a hérité, par exemple, on a hérité d'un certain regard qu'on peut avoir sur l'Afrique. On a hérité d'un certain regard qu'on pouvait avoir sur les populations qui venaient de ces continents. On a un certain regard sur la manière, vous le savez, quand vous discutez avec les gens de ce qu'a été le passé colonial, il en reste des choses. Les gens se disent les ponts, les routes, les hôpitaux, la grandeur de la France, les valeurs universelles, et c'est logique. Nous sommes tous les héritiers de ce qui s'est passé avant nous. On peut avoir un point de vue sur cette histoire, mais on en est l'héritier. Mais ça a fabriqué des manières... Vous savez, dans les manuels scolaires... C'est des manières de penser, mais ce n'est pas un système. Il n'y a pas de loi, il n'y a pas de mesure. Ça s'appelle un héritage. Un héritage, on le comprend très bien, il reste les scories de l'histoire. J'avais un professeur qui disait cette phrase très belle, nous vivons encore les éclaboussures impériales. C'est-à-dire que nous ne sommes plus, c'est pour ça que je conteste le point de vue des indigènes de la République, nous ne vivons pas une situation coloniale, mais nous vivons une situation d'héritage. Vous le contestez, mais eux-mêmes disent qu'il y a une culture coloniale. D'ailleurs, en 2005, dans une tribune dans Le Monde, vous dites la culture coloniale est toujours à l'œuvre en France aujourd'hui, une évidence que beaucoup se refusent à reconnaître, et en cela, vous soutenez ce que disent les... Ah non, je dis autre chose. S'il y a une culture coloniale, c'est pas qu'il y a une pratique coloniale. Une culture, ça veut dire qu'on a un héritage. Ça veut dire qu'il en reste des choses. Comme d'ailleurs, je vous rappelle, on a une culture républicaine, héritier de la Révolution française. Donc, il n'y a pas d'étonnement à savoir que nous sommes les héritiers de ce qui nous a précédés. Et comme on n'a pas décolonisé dans notre pays, vous le savez comment, dans notre pays, il n'y a toujours pas de musée d'histoire coloniale. On n'a pas commencé le travail. Et on peut le regretter. Voilà, et on n'a pas commencé le boulot. En fait, ce qui est incroyable, c'est qu'il y a des pays qui l'ont fait. Je vous rappelle qu'il y a des pays comme la Belgique ou l'Angleterre où les gamins vont dans un musée. Mais est-ce que pour cela, Pascal Blanchard, il faut rééquilibrer l'histoire en rebaptisant des noms de rues et de bâtiments publics? C'est le travail que vous faites avec un comité, je le précise, de chercheurs, de responsables associatifs, d'intellectuels, de directeurs de musées pour parvenir à cette liste de 318 noms issus des Outre-mer ou des immigrations. Certains vous disent jusqu'où la repentance permanente et perpétuelle? C'est pas un problème de repentance. Faire que dans nos rues, on rend hommage à des héros. C'est exactement le principe. Moi, on m'a élevé en tant que bon petit républicain à faire que dans nos rues, il y a des personnalités qui portent notre histoire. Mais je suis sûr qu'on vous a élevé en vous parlant d'Aimé Césaire qui a dit « Je ne suis pas tellement pour la... » l'époque. Non, on n'en parlait pas. Moi, je suis un vieux. Non, mais... Je suis un très vieux. Mais Aimé Césaire, on n'en parlait pas dans les années 80. Mais vous connaissez cette situation. Je ne suis pas tellement pour la repentance ou les réparations. Il y a même, à mon avis, un danger à cette idée de réparation. Mais rendre hommage, c'est pas de la repentance. Quand je rends hommage, par exemple, à un médaillé olympique français à Amsterdam, LOFI, champion du marathon, seul médaillé en athlétisme, qu'est-ce que je fais? Je rends hommage à un grand Français. Mais est-ce que on n'est pas dans une sorte de donnant-donnant? Pour ne pas déboulonner les statues, on rebaptise des rues. Non, si on avait peut-être, à l'époque, rendu hommage à des personnalités qui le méritent, aujourd'hui, le débat sur les statuts n'existerait peut-être pas. Vous savez, la question, c'est qu'à un moment, c'est le côté répétitif des choses. Ça peut choquer les gens d'avoir une avenue Bugeaud
et de ne jamais rendre hommage à Abdelkader. Les deux ont contribué, en bien ou en mal, on peut débattre pendant des heures à l'histoire de France. Quand on me pose la question sur Napoléon, je dis toujours aux gens, mais rendez aussi hommage à Bellay, le premier grand député noir qui a voté l'abolition de l'esclavage. Rendez hommage à des grandes personnalités comme Mortenol qui a défendu Paris en 14-18. Rendez hommage à Raphaël Élysée, maire, élu, Sablé-sur-Sarthe, résistant. Pourquoi que certains? Parce qu'à l'époque, dans les années 20, 30, 40, au moment où on a mis par exemple Colbert devant l'Assemblée nationale, à ce moment-là, on a rendu hommage qu'à une partie, notamment des hommes, pas des femmes, et une partie de l'histoire, pas l'autre. Oui, à mais nous de rééquilibrer par effet l'histoire. miroir, est-ce que vous n'êtes pas, Pascal Blanchard, en train de nourrir un contre-ethnicisme et vous en donnez Je presque pense la pas. preuve? Quand je mets Aznavour, quand je dis que Dalida compte dans notre histoire, quand je parle d'El Wafi ou quand je parle de Toussaint Louverture, au contraire, j'ouvre un spectre qui fait que notre histoire est tellement riche que ça permet à chacun d'arriver à se sentir bien dans ce pays. Mais vous pensez vraiment que ça va diminuer le ressentiment de les historiens certaines sont pas générations à l'égard de prétentieux la jusqu'à ce France? Mais ça va contribuer. C'est le en tout politique cas. qui vous l'a demandé. Non, c'est bien sûr le président de la République. Et Madame la ministre Nadia Hay, vous savez, c'est les petites choses qui font qu'à un moment, on arrive à construire la République. Alors, moi je crois dans mon métier d'historien. Moi je ne peux pas amener autre chose, je ne vais pas résoudre le problème des quartiers populaires, je ne vais pas résoudre le problème de l'intégration, je ne vais pas résoudre les problèmes économiques. Par contre, je sais une chose, si un jour un gamin rentre dans une piscine qui s'appelle Nakache et demande à ses parents « Hey papa, maman, c'est qui Nakache ?» et que d'un seul coup ce gamin se dise que cette histoire dans ce pays elle est merveilleuse, j'aurais gagné un tout petit bout de ces valeurs. Bien sûr. Et si c'était une gamine, pourquoi si peu de femmes? Vous étiez en panne d'inspiration? Pas du tout, on a travaillé sur 230 ans et vous savez comme moi qu'il y a eu peu de femmes artistes, peu de femmes militaires. Vous connaissez beaucoup de femmes militaires avant 1945 en France? Mais pourquoi vous pas connaissez des beaucoup femmes? de femmes. Attendez, C'est-à-dire pourquoi hommes ce politiques. domaine? Parce que l'objectif Pourquoi c'était pas la diversité. d'avocates? Pourquoi pas de féministes universalistes? Parce que je vous rappelle sur 230 ans d'histoire, vous avez cette parité dans la prochaine liste qui sort dans un mois parce que c'est les contemporains. Et là, c'est possible. Parce que ça aurait été trompé au niveau de l'équilibre à trouver sur les 318 premières personnalités. Parce qu'au 1920, 1910, 1880, très peu de noms pour trouver cet équilibre. Puisque les femmes n'avaient, je vous le rappelle, ni le droit à la politique, ni le droit de vote, ni le droit d'être reconnues, ni le droit d'être des grands personnages de l'histoire, ni d'être militaires et encore moins des sportifs. Puisqu'on parle de grands personnages, et pour conclure, rien de mieux que pour réconcilier les Français, Pascal Blanchard, qu'une grande figure, Napoléon. Mais voilà, Napoléon déclenche les passions et les polémiques autour des commémorations du bicentenaire de sa mort. La cancel culture frappe encore? Non, là c'est pas la cancel culture, c'est d'espérer que cette exposition... Non, on n'a pas encore vu l'expo, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Ah, vous savez? Non. Vous avez entendu Thierry Lenz et plein d'autres en parler. On attend de voir, vous ne faites pas confiance à ces spécialistes? Non, j'attends de voir comment on va traiter d'Haïti, on va traiter de la révolte en Guadeloupe et de la répression, comment on va parler de Napoléon et du rétablissement de l'esclavage, j'ai pas vu l'expo. Donc j'espère qu'il y aura ce juste équilibre. Procès d'intention alors? Il faut toujours voir avant de juger. Merci Pascal Blanchard d'avoir été notre invité ce matin. Bonne journée à vous. Merci. Et à bientôt. À bientôt. Et j'ajoute juste, allez voir cette liste. Je le dis à nos auditeurs, allez voir cette liste parce que je sais pas si ça donnera des noms de rues, d'avenues ou de gymnases, mais au moins ça vous apprendra des choses sur de grands personnages de l'histoire. Merci Sonia.